Imaginez que vous viviez dans un monde imaginaire, où les guérisseurs sont reconnus pour leurs incroyables capacités, ce qui leur permet d'obtenir des postes importants et pleins de pouvoir. Les guérisseurs sont si importants qu'il existe même une académie royale dédiée à la formation des meilleurs guérisseurs du pays. Et parmi les guérisseurs, il y a plusieurs classes, des plus forts aux plus faibles. Cependant, notre personnage principal est quelqu'un qui n'a jamais officiellement étudié dans une académie pour apprendre à utiliser sa magie de guérison. Il n'a donc pas de licence. Cela ne l'a jamais empêché d'aider les gens dès qu'il le pouvait. Et c'est ainsi qu'après quelques événements que vous verrez dans un instant, Zénos a fini par ouvrir un petit cabinet dans les bidonvilles du royaume. Son but était de soigner tous ceux qui avaient besoin de son aide. Et après avoir soigné un homme qui s'était présenté à son cabinet, celui-ci l'a remercié et l'a félicité pour sa guérison parfaite. L'homme n'a pas grand-chose à offrir à Zénos. Alors il lui propose tout ce qu'il a dans sa poche. Zénos s'en moque, car même si l'homme ne pouvait pas le payer, il le guérirait quand même. Et il le ferait payer d'une autre façon. Peut-être par le trou de derrière. Juste après le départ de l'homme, la petite Lily, qui est en l'occurrence l'assistante de Zénos, entre et lui rappelle qu'il a une visite à domicile prévue. Zénos répond qu'il arrive tout de suite et Lily lui dit qu'elle préparera le dîner pour son retour. Quelques heures plus tard, Zénos termine sa visite et rentre chez lui. Mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une jeune fille qui souffre visiblement beaucoup. À ce moment-là, le noble apparaît et commence à crier après la jeune fille. Il lui demande où elle était. Et la jeune fille tente d'expliquer qu'elle a eu très mal à l'estomac, qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'ils ont refusé de la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde et la traite d'idiote, car pour lui, un simple mal de ventre n'est pas une raison suffisante pour aller à l'hôpital. Comme c'est une esclave très bon marché, il vaut mieux qu'elle meure, car pour le prix qu'il devrait payer pour la soigner, il vaudrait mieux qu'il achète simplement une nouvelle esclave. Alors, sans la moindre compassion, le noble soulève la jeune fille et lui dit qu'elle doit retourner à son travail immédiatement. Il l'emmène dans un cimetière et la jette simplement par terre, si fort qu'elle finit par se cogner la tête contre une pierre tombale. La jeune fille souffre beaucoup, et le noble ne s'en préoccupe même pas, car selon lui, il s'agit d'une blessure facile à guérir. Mais peu après, elle tombe et commence à se rouler par terre en souffrant, et soudain une énergie sombre et très effrayante entre en elle. Le noble ne se rend pas compte de ce qui se passe et croit que la jeune fille fait semblant de ne pas travailler. Il lui crie de se lever, mais elle n'y parvient pas à cause de la douleur absurde qu'elle ressent. Alors le noble commence à lui donner des coups de pied sur le sol, en véritable égoïste. Il serait un excellent participant au projet Blue Lock, mais il en a assez de lui donner des coups de pied. Alors il lui dit de se dépêcher et de commencer à fouiller le cimetière à la recherche de quelque chose de précieux. Il commence alors à s'éloigner, mais c'est à ce moment-là que la fille frappe le noble dans l'estomac. Le noble, un humain, regarde avec incrédulité, car il n'a jamais été blessé aussi gravement auparavant. Il essaie de dire à la fille qu'il est un noble et qu'elle n'a pas le droit de faire ça, mais elle se souvient alors des coups de pied qu'il lui a donnés, et cela lui donne soif de sang. Alors il n'y a pas grand-chose que le noble puisse essayer de négocier. Le noble commence à essayer de s'enfuir lentement, parce qu'il est blessé, et sa belle course est la plus rapide qu'il puisse faire pour le moment. Ce noble serait certainement mort, mais heureusement pour lui, Zénos n'était pas loin, et le noble court vers lui pour lui demander de l'aide. Il dit à Zénos que son esclave, appelé Louis, essaie de le tuer. Cependant, Zénos a vu la façon dont ce noble la traitait dans la rue, et il est donc sûr que ce noble mérite un tel traitement. La jeune fille finit par rattraper le noble, qui supplie Zénos de le sauver. Zénos regarde la fille et se rend compte qu'elle est manifestement possédée. Il demande donc au noble ce qu'il faisait faire à cette fille. Le noble ne veut évidemment pas admettre qu'il l'obligeait à piller des tombes pour lui, alors il dit à Zénos qu'il travaillait sur quelque chose en rapport avec l'agriculture. Cela dit, le noble tente rapidement de changer de sujet, en disant à Zénos qu'il est gravement blessé et qu'il doit se rendre rapidement à l'hôpital. Il propose à Zénos une bonne somme d'argent pour l'aider à se débarrasser de cette fille, mais Zénos répond qu'il se moque de l'argent. Cependant, il a également prêté serment de sauver la vie des gens, et lorsque la fille attaque le noble, Zénos le sauve à temps. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zénos, qui les esquive sans grand effort, montrant ainsi qu'il est vraiment très habile. Le noble se rend compte qu'il est très habile et demande à Zénos de tuer la fille, mais Zénos refuse, car il suit une règle unique qui consiste à ne jamais tuer personne. Le noble lui dit d'arrêter ses bêtises, car si Zénos ne tue pas la fille tout de suite, elle mettra fin à sa vie. Cependant, Zénos refuse toujours, car en tant que guérisseur, le but de sa vie est de sauver le plus de gens possible, et immédiatement après avoir dit cela, il donne un coup de poing à une pierre que la jeune fille lui a lancée. Zénos observe les mouvements de la jeune fille, qui se déplace très vite, plus vite qu'un demi-humain ne devrait le faire, et il sait que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas blesser la fille, mais malheureusement il doit se défendre. Alors quand la fille essaie de le couper, Zénos active un bouclier. Et en même temps,
le lève vers la fille, et dès qu'elle essaie de l'attaquer, elle finit par être projetée en arrière dans un bâtiment voisin. Par coïncidence, un morceau de l'immeuble tombe juste à côté du noble. Zénos, très rapide, aurait pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout s'est calmé, Zénos s'approche du corps de la jeune fille et se rend compte que sa jambe est cassée à cause de la chute. Elle agit toujours de façon très sauvage, alors Zénos la laisse mordre son bras, tout cela pour pouvoir la garder au même endroit. Et comme il a compris depuis longtemps qu'elle est possédée, il place sa main sur sa tête et commence à la guérir pour que l'esprit quitte son corps. Sa guérison est très réussie, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle faisait pour qu'un esprit maléfique s'empare de son corps. Quoi qu'il en soit, il doit encore s'occuper des fantômes, et il utilise ses pouvoirs pour le faire. Puis il se tourne vers la jeune fille, et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau. Et alors que le noble s'extirpe des décombres, il voit Zénos en train de la soigner. Il est stupéfait de voir que Zénos est assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée, et malheureusement pour le noble, il est encore gravement blessé. Alors il supplie Zénos de le sauver, mais Zénos dit qu'il vient juste de terminer son travail, alors le noble devra attendre jusqu'au lendemain pour être guéri. Le noble sait qu'il mourra de son hémorragie dans quelques heures, aussi supplie-t-il Zénos de le guérir maintenant. Zénos accepte, mais dit que le noble devra payer cher. Le noble ne se soucie pas du prix, car sa vie est en jeu, et il donne à Zénos tout l'argent qu'il possède. Cette somme est bien supérieure au prix du marché pour un remède, il est donc sûr que Zénos sera satisfait. Mais à sa grande surprise, Zénos dit que ce n'est pas assez. Normalement, il ne se soucie pas du montant du paiement, mais à cause du chaos causé par ce noble, Zénos finit par activer son mode capitaliste diabolique. En réponse, le noble menace de dénoncer Zénos pour extorsion, mais cela ne le dérange pas puisqu'il n'a même pas de licence pour soigner les gens. Techniquement, c'est un guérisseur légal, mais il est inutile que ce noble veuille le dénoncer, puisqu'il obligeait son serviteur à piller des tombes. Pour régler l'affaire, Zénos se dit prêt à passer un marché. Il dit au noble qu'en plus du paiement en or, il veut prendre la fille esclave. Le noble ne s'est jamais soucié de cette grotte, il accepte donc les conditions de Zénos, à condition que sa vie soit sauvée. Il accepte en disant que dès qu'il sera guéri, il lui remettra cette esclave. Une fois que tout est réglé, le noble s'en va, furieux, et Zénos s'assoit par terre à côté de la jeune fille et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle et lui demande qui il est. Zénos lui dit son nom et lui explique qu'il vient de l'acheter. À partir de maintenant, elle est son esclave. Et à un moment où personne ne regarde, Zénos demande à la fille appelée Tew de se déshabiller immédiatement. Tew s'énerve et lui demande s'il est sérieux, ce à quoi il répond par l'affirmative. Il lui révèle qu'il a payé cher pour elle et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Tew finit par faire tout ce qu'il dit, car elle ne peut pas désobéir à son maître. Lorsqu'elle se déshabille, Zénos regarde attentivement son corps et remarque immédiatement que quelque chose ne va pas. Il avait déjà remarqué qu'elle souffrait, et maintenant il comprend parfaitement pourquoi. Elle a des calculs biliaires qui bloquent ses voies biliaires, et je n'y comprends rien, mais ça doit être quelque chose de grave. Cependant, pour lui, c'est facile à résoudre. Zénos atteint donc la région de l'estomac et utilise sa magie de guérison pour effectuer une opération rapide. En un instant, le calcul biliaire est retiré et Tew ne ressent plus aucune douleur. Elle lui demande alors ce qu'il a fait et Zénos lui explique sans détour qu'il a rapidement ouvert son estomac, retiré le calcul biliaire et refermé l'estomac. Tout cela en une fraction de seconde, et il a guéri sans laisser de cicatrices, et c'est une procédure tout à fait normale pour lui. Zénos ne croit pas avoir fait quelque chose de spécial, mais Tew sait qu'aucun autre guérisseur du royaume ne pourrait faire une chose pareille. Elle le remercie alors de l'avoir guéri, mais Zénos lui dit qu'un remerciement ne suffit pas. Il a investi du temps et de l'argent en elle, et il a besoin que Tew utilise son corps pour le remercier. Tew croit d'abord que Zénos veut son corps, mais en fait, Zénos veut juste qu'elle travaille dur, en lui demandant de trouver une plante spécifique qu'il recherche. Tew trouve cette demande un peu étrange, mais quand Zénos a dit qu'il voulait utiliser son corps, il voulait qu'elle utilise son nez. Elle l'emmène ensuite à un buisson où se trouvent les feuilles qu'il cherchait, et elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, parce qu'en tant que bonne esclave et fille très bien élevée, elle est prête à faire tout ce qu'il veut. Mais Zénos dit que c'est suffisant. Il exige toujours un juste prix pour les services qu'il fournit, et le fait qu'elle l'ait aidé à trouver ses feuilles était tout ce qu'il attendait d'elle, ce qui signifie que toutes les dettes de la jeune fille ont été payées, et qu'elle est maintenant libre de faire ce qu'elle veut de sa vie. Zénos déchire le contrat d'esclavage de Tew, et la jeune fille est un peu perdue, car elle ne sait même pas à quoi ressemble la vie d'une personne qui n'est pas esclave, mais en même temps,
Elle est prête à essayer toutes sortes de nouvelles choses, tout cela grâce à l'aide de Zénos. Elle lui demande si elle peut rester à ses côtés, et Zénos lui répond que si elle est blessée, il se fera un plaisir de la soigner, mais qu'il ne le fera pas gratuitement. Pendant que Zénos travaillait, Lily a commencé à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que même Carmilla, un fantôme qui vit dans la maison, est descendue pour voir ce qui se préparait. Lily remarque sa présence et Carmilla dit qu'elle a hâte de goûter le repas, mais qu'elle va attendre dans sa chambre parce que Lily dit qu'il reste encore un peu de temps avant que le repas soit prêt. À ce moment-là, une jeune fille appelée Azopia entre et cherche Zénos, mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile et qu'il n'est donc pas là pour le moment. Azopia espérait avoir Zénos pour elle toute seule, elle est donc arrivée tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne, et Azopia n'était pas la seule à vouloir voir Zénos aujourd'hui. Un peu plus tard, Linga arrive à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zénos n'est pas là, alors Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir qu'Azopia est déjà là. Dans son esprit, Linga révèle que son but était de lécher Zénos de la tête aux pieds pendant qu'il s'occupait de son corps, mais que son plan s'est effondré. Quelques instants plus tard, une orque nommée Louis fait soudain irruption par la porte. Lily s'approche d'elle et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte qu'elle a elle-même cassée. Il s'avère que Louis est aussi une fille qui a un faible pour Zénos, mais aujourd'hui, elle est venue parce qu'elle a senti l'odeur de la nourriture préparée par Lily à des kilomètres de là et qu'elle meurt d'envie de la goûter. Finalement, Lily finit de cuisiner et part s'occuper d'autres tâches, laissant tout le monde dans la cuisine, ce qui est la plus grande erreur qu'elle ait faite ce jour-là. Car dès que Lily est partie, les filles ne peuvent pas résister à la merveilleuse odeur de la nourriture qu'elle a préparée, et elles y vont toutes pour en goûter. Elles décident de ne pas tout manger d'un coup, et au départ leur plan était juste de goûter et de ne pas tout manger. Mais finalement elles laissent le pot vide, et ce n'est qu'après avoir tout mangé qu'elles commencent à réaliser l'ampleur de la gaffe qu'elles ont faite, parce que Lily sera sûrement furieuse quand elle reviendra, et quand Lily revient et voit tout ce qui s'est passé, elle sourit aux filles, et ne laisse pas tomber. Elle demande ce qui s'est passé, et chacune des filles commence à se blâmer l'une l'autre. Plus tard dans la soirée, lorsque Zénos rentre enfin à la maison, Lily se présente devant lui et s'excuse que le dîner ne soit pas prêt comme elle l'avait promis. Elle explique qu'il y a eu un problème avec la nourriture et que, pour le résoudre, elle a envoyé les filles chercher les ingrédients nécessaires à la préparation d'un nouveau dîner. Mais avant cela, comme elle sait que Zénos a dû travailler dur toute la journée, elle dit qu'elle va lui préparer une tasse de thé très spéciale pour qu'il se détende un peu. Il faisait partie d'un groupe d'aventuriers de haut niveau. Mais un jour, Aston, le chef de ce groupe, a décidé d'expulser Zénos de son groupe, ne lui donnant qu'une seule pièce d'or en guise d'adieu. À l'époque, Aston avait déclaré sans même se voiler la face que Zénos n'était qu'un poids mort dans le groupe, qu'il ne faisait que le gêner, et que leur groupe se porterait bien mieux sans lui. Mais la vérité était que Zénos était le seul lien qui maintenait l'unité du groupe. Mais la vérité, c'est que Zénos était le seul lien qui unissait tout le groupe, ce que ses compagnons muets n'ont jamais compris. Aston révèle devant Zénos qu'il l'a recruté uniquement pour l'utiliser comme bouclier humain, car personne ne se soucierait de sa mort au combat, mais que maintenant que son groupe est devenu fort, il n'a plus besoin de Zénos pour quoi que ce soit. À l'époque, Zénos a essayé de dire à Aston que la seule raison pour laquelle ils sont forts, c'est parce qu'il est là pour soigner tout le monde sans arrêt. Mais pour Aston, les capacités de Zénos en matière de guérison ne valent rien, et n'importe quel autre guérisseur pourrait faire un meilleur travail que lui. Au moment où Zénos est expulsé de son groupe, dans une ruelle, deux marchands d'esclaves tentent de s'emparer de Lily. Leur but était de l'attacher et de la vendre. Et ils faisaient tout très soigneusement pour ne pas blesser Lily, car les elfes sont très rares, et ils peuvent obtenir plus d'argent s'ils sont en bons termes. La pauvre Lily est coincée au sol, mais elle refuse de se laisser faire sans se battre, alors elle donne un bon coup de pied dans les couilles du type, et comme il se tord de douleur, elle en profite pour s'enfuir. Elle aurait probablement réussi à leur échapper, mais malheureusement, l'un d'eux avait un arc et lui a décoché une flèche en plein dans la cheville. Lily tombe au sol, incapable de courir plus loin, et un homme la rattrape à nouveau. Il tente de la retenir, mais Lily lui mord la main, déterminée à ne pas renoncer à sa vie. Sa morsure était si forte que l'homme a dû poignarder la jeune fille pour se libérer. À ce moment-là, Xénos passe dans la ruelle et trouve Lily étendue sur le sol, en sang et sur le point de mourir. Il demande aux deux hommes s'ils lui ont fait ça, et les deux hommes lui disent d'aller se faire foutre, en disant qu'avoir des esclaves dans ce pays est complètement illégal, et qu'ils sont propriétaires de Lily,
donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec elle. Xenos sait qu'ils ont raison, mais légalement, il ne peut rien faire pour aider Lily. C'est alors qu'il a une idée. Il demande aux hommes s'il peut acheter la fille qui est sur le point de mourir. Il offre la pièce d'or qu'il a reçue d'Aston, et normalement les hommes n'accepteraient pas, car les esclaves elfiques valent bien plus qu'une pièce d'or. Cependant, comme Lily est blessée et sur le point de mourir sur le sol, ils décident de prendre l'argent et de partir. Après leur départ, Xenos, traité de connard, s'empresse de vérifier si Lily est toujours en vie. La petite fille a déjà accepté son destin et demande à Xenos de la laisser là. Mais celui-ci lui répond qu'elle ne mourra pas. À ce moment-là, Lily se rend compte qu'elle ne souffre plus. Elle regarde sa blessure et se rend compte qu'elle a disparu. Il s'avère que Xenos a complètement guéri son corps. Elle est très heureuse d'avoir été sauvée et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter. Mais Xenos dit qu'il ne voulait pas garder cet argent de toute façon, car cette pièce ne lui rappelait que son ancien groupe. Il demande à la petite Lily si elle a une maison où aller. Mais comme elle était esclave, elle n'a pas d'argent ni même de toit. Comme elle a très faim, Xenos lui propose de lui acheter de la nourriture et des vêtements. Il l'emmène donc dans un restaurant voisin et lui achète de nouveaux vêtements en chemin. Lily, très heureuse, demande à Xenos pourquoi il ne lui a rien acheté à manger. Xenos lui répond alors qu'il n'a pas faim, mais qu'il n'a plus d'argent. Il s'avère qu'il a dépensé tout ce qu'il avait pour acheter les vêtements et la nourriture de Lily. Et comme il a été expulsé de son groupe, il doit encore trouver un nouveau travail pour ne pas souffrir de la faim. À ce moment-là, un homme entre dans le snack-bar en trébuchant et on remarque qu'il est blessé au bras. L'homme a eu beaucoup d'ennuis, mais il s'en est sorti vivant. Cependant, grâce à cette blessure, il n'a que deux options. L'une est de s'arracher le bras et l'autre est de mourir avec le temps. Xenos l'observe de l'autre côté de la pièce et constate que le trou dans le bras de l'homme porte de légères traces de brûlure. Il en déduit rapidement que l'homme a dû être touché par une arme magique. Heureusement, comme ce type est costaud, la blessure devrait se refermer, mais il vaut mieux s'occuper de tout maintenant. Xenos tend alors la main pour soigner l'homme, et en quelques secondes, le trou dans son bras se referme complètement, et l'homme est surpris de voir que son bras est redevenu normal. Il demande alors qui est Xenos, et avant qu'il ne puisse répondre, Lily dit à voix haute que Xenos est un guérisseur légendaire. L'homme n'a jamais entendu parler de Xenos, mais il est très reconnaissant de son aide. Il lui donne quelques pièces et promet de faire savoir qu'il existe un guérisseur légendaire dans les favelas. Xenos est un peu confus d'avoir reçu de l'argent tout de suite, mais il se rend compte que les guérisseurs sont généralement payés pour soigner les autres, ce qui lui donne une idée géniale. Cette fois, au lieu de rejoindre un groupe d'aventuriers, il va ouvrir une clinique pour soigner les gens. Mais comme il est un roturier, il n'obtiendra jamais de licence officielle de guérisseur. En outre, gérer un commerce impliquerait de payer des impôts. Xenos décide donc de devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas très bien de quoi il parle, mais si Xenos veut ouvrir une clinique, elle veut l'aider. Mais Xenos ne pense pas que ce soit une bonne idée, car ouvrir une clinique sans licence est illégal, et il ne pense pas qu'il soit juste d'entraîner un enfant innocent là-dedans. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a acheté, ce qui fait de lui son maître, et qu'elle a donc le devoir de le suivre. Xenos se souvient qu'il n'avait pas vraiment l'intention de devenir son maître. Il voulait juste aider une pauvre fille, innocente. Mais Lily est une enfant très intelligente. Elle dit qu'elle n'a nulle part où aller. Donc, s'il ne l'emmène pas avec lui, elle pourrait finir par redevenir l'esclave de quelqu'un. Xenos finit par céder au chantage affectif et accepte de laisser Lily avec lui. En contrepartie, elle promet de servir Xenos de tout son corps. Xenos est un peu surpris par ce qu'elle dit et lui demande de ne rien dire de bizarre. Quoi qu'il en soit, Xenos est déterminé à ouvrir une clinique. Mais il doit d'abord résoudre un problème urgent. Il n'a même pas d'endroit où mourir. Alors il emmène Lily dans un quartier abandonné de la ville pour essayer de trouver un endroit où s'installer. Lily lui demande pourquoi il veut vivre là, et Xenos lui explique qu'il doit rester caché car personne d'important ne peut découvrir qu'il est en train d'installer une clinique illégale. De plus, comme l'endroit est effrayant, il peut choisir n'importe où de se loger gratuitement. Lily comprend parfaitement le raisonnement de son maître, mais elle reste inquiète, car les lieux abandonnés comme celui-ci sont peuplés de fantômes effrayants. Même en sachant cela, Xenos avance et finit par trouver une maison qui, étonnamment, est encore intacte. Xenos est heureux et dit qu'il a eu de la chance, mais dès que Lily voit l'endroit, elle panique, car cette maison semble être hantée, et s'ils n'ont pas de chance, ils pourraient rencontrer un spectre. Xenos ne sait même pas ce qu'est un spectre, alors Lily lui explique que les spectres sont de sinistres monstres morts-vivants qui peuvent transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Xenos comprend parfaitement ce qu'est un spectre,
Alors Lily propose d'utiliser sa magie pour éclairer l'endroit. Xenos est surpris de découvrir que Lily sait utiliser la magie, mais elle l'avertit rapidement qu'elle ne peut utiliser que des sorts de base. Maintenant que la pièce est éclairée, ils peuvent enfin tout voir clairement, et pour Lily, la maison est très effrayante. Mais Xenos reste optimiste. Il affirme que le toit est toujours en un seul morceau, et que les piliers de soutien sont solides, ce qui en fait l'endroit idéal pour installer sa clinique. Mais un problème de taille se pose. Il s'avère qu'un spectre vit là, et le spectre prévient qu'il va aspirer la force vitale de Xenos. Lily devient folle de peur, mais Xenos est déçu que la maison ait déjà un propriétaire. Le spectre, appelé Carmilla, s'élance sur Xenos, mais il s'en occupe rapidement en utilisant un sort de guérison, qui finit par détruire les 2 bras de la jeune femme. Il n'est pas du tout intimidé par Carmilla, car lorsqu'il faisait partie du groupe du Phénix d'Or, Aston l'envoyait seul dans le labyrinthe chaque fois qu'il était de mauvaise humeur, et Xenos y rencontrait toujours des spectres, si bien qu'il en a déjà vaincu au moins 100. Tout cela parce que la magie de guérison est extrêmement efficace contre les morts vivants. De retour au présent, Xenos s'excuse auprès de Carmilla d'être entré chez elle comme ça, mais il lui explique qu'il n'a pas d'autre endroit où vivre. Il lui demande si sa présence la dérange, mais Carmilla se sent profondément offensée. Après tout, elle est la reine des spectres, et en réponse, elle convoque une tonne de serviteurs fantomatiques pour le chasser de la maison. Mais Xenos réagit en lançant un puissant sort de guérison qui les élimine tous d'un coup. Carmilla est complètement choquée par le pouvoir de Xenos et commence à craindre pour sa propre vie. Cependant, Xenos lui fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de se battre avec elle et qu'il se sentirait mal à l'aise d'exterminer un spectre qui peut parler et même ressembler à un être humain. Il sait que Carmilla, même si elle est un spectre, a toujours besoin d'un endroit où rester, et il lui demande si elle serait prête à lui donner, ainsi qu'à Lily, au moins une chambre et un espace où ils pourraient s'occuper de leurs futurs patients. Carmilla, sachant qu'elle n'a aucune chance de vaincre Xenos, finit par céder à sa pression, et lui dit qu'il peut avoir le premier étage, mais que tout le 2e étage sera à elle seule. Xenos est satisfait de cet accord, et la pauvre Lily ne sait pas si elle doit avoir peur de Carmilla ou encore plus de Xenos. Quelques jours plus tard, nous constatons que Lily s'ennuie beaucoup, car ils n'ont pas de travail à faire. Elle demande à Xenos si elle devrait sortir et faire un peu de publicité, mais Xenos ne pense pas que ce soit une bonne idée, car l'hôpital royal pourrait découvrir cet endroit. D'ailleurs, ils ne devraient pas tarder à avoir leur premier client. Et quelques minutes après qu'il ait dit cela, quelqu'un entre dans la clinique. Lily se lève pour accueillir le premier client, et elle est surprise de voir qu'il s'agit de l'homme que Xenos a soigné il y a quelques jours. Xenos s'attendait déjà à ce qu'il se présente tôt ou tard, car les gens qui respectent les lois ne finissent généralement pas par se faire tirer dessus par des balles magiques, et les gens comme lui qui ne respectent pas les lois n'arrivent probablement pas dans les hôpitaux normaux. L'homme se présente comme Zonde et dit qu'il a besoin de Xenos pour s'occuper de sa sœur. Xenos dit qu'il fera ce qu'il peut, puis Zofia lui montre une blessure superficielle. Elle dit que son bras est étrange depuis la veille, et après avoir examiné la blessure, Xenos en déduit qu'elle a été touchée par une sorte de magie, avec un attribut de poison. Zofia lui demande s'il peut faire quelque chose, mais comme elle a passé toute la nuit avec le bras dans cet état, tous les tissus de la zone sont pratiquement morts. Xenos lui répond que la meilleure chose à faire est d'amputer tout le bras pour éviter que le poison ne se répande. Zofia est triste d'apprendre qu'elle va devoir perdre un bras, mais elle ne peut rien y faire, car sa vie est plus importante. Elle demande à Xenos combien cela lui coûtera d'amputer son bras, et il lui répond que cela lui coûtera 1 million de yens, et dès qu'il le dit, Zonde devient furieuse, car c'est un prix absurde pour une simple amputation. Zonde s'apprête à se battre avec Xenos, mais Zofia lui demande de se calmer, et tente de négocier avec Xenos. Elle lui demande s'il va vraiment demander un prix aussi élevé, sachant qu'elle est Zofia, appelée Tornade par tout le monde, et qu'elle est la chef d'un des 3 gangs qui contrôlent la région. Xenos sait très bien qui elle est, mais il refuse de travailler gratuitement, d'autant que l'utilisation de la magie de régénération est très fatigante. Zofia dit alors qu'il va seulement amputer son bras, ce qui ne semble pas trop fatigant, mais Xenos dit qu'il a l'intention d'amputer et de récupérer complètement son bras, ce qui laisse Zofia très perplexe, car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres. Xenos est également perplexe, car pour lui, n'importe quel autre guérisseur pourrait le faire. Il n'a pas suivi de formation officielle de guérisseur, il ne sait donc pas exactement ce qui est considéré comme normal, mais cela n'a pas d'importance pour lui pour le moment. Il demande à Zofia si elle veut procéder à l'opération, et elle accepte de payer la somme énorme. Alors Xenos l'installe sur une table et se prépare à l'amputer du bras. Il crée un scalpel magique, et Zofia est un peu inquiète car elle n'a jamais rien vu de tel. Xenos explique que la lame qu'il a créée est faite de magie condensée et qu'il peut en créer plusieurs à volonté.
La lame est super tranchante et complètement stérile. Elle est donc parfaite pour faire de la chirurgie. Mais tout ce qu'il dit est quelque chose de spécial pour lui, car ce n'est pas n'importe quel guérisseur qui peut le faire. Xénos commence alors l'opération et utilise un flux constant de magie de guérison pour anesthésier la zone. Il coupe ensuite le bras infecté et se prépare à en régénérer un nouveau. Il augmente la puissance de la magie curative et commence à reformer le bras de Zofia, couche par couche, jusqu'à ce qu'il soit comme neuf. Zofia est stupéfaite et très reconnaissante à Xénos d'avoir régénéré son bras. Elle dit qu'elle paiera encore plus cher pour ce service et promet d'envoyer ses subordonnés blessés à sa clinique, évidemment s'il est d'accord. Xénos lui répond qu'il n'y voit pas d'inconvénient, à condition qu'ils paient tous pour leur traitement. Au cours des jours suivants, Xénos fait preuve de beaucoup de patience avec la faction des hommes de Largatos. Et, comme d'habitude, Lily lui prépare du thé pour qu'il puisse se détendre. Xénos la remercie d'être si prévenante, mais il trouve étrange qu'elle ait préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily lui dit alors qu'elle a préparé du thé pour Carmilla, mais Xénos n'est pas sûr qu'elle veuille se joindre à eux en bas. Lily demande à Xénos s'il sait pourquoi les hommes de Largatos sont si souvent blessés. D'après les personnes qu'il a vues jusqu'à présent, Xénos pense qu'il y a une guerre territoriale entre différentes factions. Et en parlant de factions, il semble que quelqu'un de l'une d'entre elles vienne de défoncer la porte. Un groupe de loups-garous envahit rapidement la clinique et leur chef, Linga, déclare qu'elle va tuer Xénos. Il s'avère qu'elle combat les hommes de Largatos depuis des jours, mais peu importe le nombre d'ennemis qu'elle parvient à blesser, ce sont toujours eux qui reviennent le mieux. Alors elle décide d'achever leur guérisseur. Le pauvre Xénos ne travaille même pas pour la faction des hommes de Largato. Il tente de l'expliquer en disant qu'il souhaite éviter toute violence dans sa boutique. Mais Linga a déjà ordonné à ses hommes de tuer Xénos. En réponse, il utilise sa magie défensive, et donc rien de ce qu'ils essaient de faire ne peut l'émouvoir, et encore moins lui causer des dommages. Linga se rend compte qu'elle ne peut pas vaincre Xénos. Elle décide donc de détruire sa clinique pour se débarrasser de lui. Mais c'est la pire idée qu'elle puisse avoir, car c'est aussi la maison de Carmilla, et la reine des spectres ne tolérera pas qu'on la détruise. Dès que Linga et les autres loups-garous voient Carmilla, ils sont terrifiés, car un spectre est un monstre mortel qu'ils ne pourront jamais vaincre. Carmilla a l'intention de drainer la force vitale de tout le monde, mais Xénos lui demande de se calmer, car il ne veut pas que quelqu'un meure dans sa clinique. Pour lui, tant que Linga et ses hommes sont prêts à réparer les dégâts qu'ils ont causés, il leur pardonnera. Quelque temps plus tard, nous voyons que les choses vont très bien pour Xénos, après qu'il ait maîtrisé Linga et les loups-garous. Mais un jour, un orc arrive et dit que son patron veut le rencontrer. Xénos s'attendait à ce que cela arrive tôt ou tard, car il a déjà eu affaire aux 2 chefs des bidonvilles. Et Loa est le chef des orques et des ogres. Et comme elle a fait fortune en déterrant des pierres magiques avec sa force brute, elle est bien reconnue dans les bidonvilles. L'avantage de tout cela, c'est qu'une fois qu'il se sera occupé d'elle, Xénos n'aura plus à s'inquiéter de voir quelqu'un s'amuser dans sa boutique. Et il décide donc d'en finir. Mais avant de partir, il demande à l'orque si Loa est le genre de personne à qui il peut parler. L'orque lui répond qu'elle est la personne la plus sage et la plus digne qu'il ait jamais rencontrée. Xénos est heureux d'entendre cela, mais il est curieux de savoir pourquoi un orque n'a pas amené Loi avec lui. L'orque lui explique alors qu'elle ne peut pas bouger pour le moment, et Xénos réalise qu'elle sera probablement un patient de plus dont il devra s'occuper, alors il s'en va précipitamment. L'orque l'emmène dans une grotte et présente Xénos à Loa. Elle est heureuse de le rencontrer enfin, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Xénos lui demande comment elle a appris son existence. Elle lui explique alors que les hommes larges et les loups-garous n'ont cessé de parler du Corandero super secret, et que si tout le monde fait des commentaires sur lui, chacun évite de transmettre des informations personnelles à son sujet. Le fait que tout le monde parle de lui va à l'encontre de la raison d'être du guérisseur clandestin, et Xénos a donc l'intention de s'en occuper plus tard. Loi dit que d'après ce qu'elle a entendu, Xénos peut guérir n'importe quelle blessure, à condition d'en payer le prix fort, alors elle veut voir s'il est vraiment bon. Xénos s'approche d'elle et lève la main. Loi lui demande ce qu'il fait. Xénos lui explique qu'il ne voit aucune blessure extérieure sur son corps, et qu'il l'examine donc pour voir s'il n'y a pas de problème à l'intérieur. Loi est surprise d'entendre cela, car la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire cela, mais pour Xénos, cela devrait être une pratique standard. Après tout, comment allez-vous traiter un patient si vous ne savez pas quel genre de blessures internes il a? Quoi qu'il en soit, lorsque l'examen de Xénos est terminé,
il identifie une bosse dans l'abdomen de Loe, et comme cette bosse émet du mana, il en conclut qu'elle a avalé une pierre de mana. Loi dit qu'il a raison, et que cette pierre de mana est enchantée par la magie d'explosion, donc si elle la déplace de cet endroit, elle risque d'exploser. Xenos demande si quelqu'un a essayé de l'assassiner en la mettant dans sa nourriture, mais Louis dit que ce n'est pas le cas, qu'elle avait juste très faim et qu'elle a confondu la pierre avec une boulette de riz, et qu'elle a fini par la manger. Elle dit que n'importe qui aurait pu faire la même erreur, ce qui est un mensonge. Je n'aurais jamais mangé une pierre magique en pensant que c'était une galette de riz. Xenos lui répond qu'elle n'a aucune raison de s'inquiéter, car tôt ou tard, cette pierre de mana sortira de son derrière. Il se prépare à partir, mais Louis dit que ce n'est pas si simple. Quand elle a mangé la pierre, elle a fini par en mâcher une partie. Il ne reste donc plus beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle a déjà accepté de mourir à cause de son erreur. Mais ce qui la préoccupe actuellement, c'est que ses meilleurs hommes refusent de la quitter. Xenos lui demande ce qu'elle attend de lui, et elle lui explique qu'elle voulait seulement qu'il vienne là-bas pour qu'elle lui fasse don de toutes ses richesses, lorsqu'il explosera, ce qui signifiera la fin de l'empire orc qu'elle a construit. Elle préfère donc donner tout l'argent à quelqu'un qui en fera bon usage, plutôt que de le laisser tomber entre de mauvaises mains. Et en faisant des recherches sur Xenos, elle a découvert que bien qu'il fasse payer très cher ses soins, il a aussi pour règle de soigner les enfants gratuitement. Donc il doit être quelqu'un de bien. Elle lui lance une clé et lui explique qu'il pourra l'utiliser pour accéder à son coffre au trésor lorsqu'elle sera morte. Xenos lui répond qu'elle ne va pas mourir, car si elle n'a pas explosé, c'est qu'elle a mangé la pierre de mana il y a peu de temps. Xenos convoque alors son scalpel et s'approche d'elle, et sans dire un mot, il commence à découper l'estomac de Louis. Les hommes de Louis tentent d'abord de l'arrêter, mais Xenos brandit la pierre magique explosive. En quelques secondes, il réussit à ouvrir l'estomac de Louis, à récupérer la pierre et à guérir l'incision, si bien qu'elle n'a plus à s'inquiéter de l'avenir de tout son argent, puisqu'elle ne va plus mourir. Cependant, la pierre de mana est encore très volatile, alors pour la sécurité de tous, Xenos la met dans ses mains et la presse jusqu'à ce qu'elle explose. Cette explosion aurait suffi à détruire tout un quartier, mais Xenos a protégé ses mains avec sa magie défensive. Il s'en sort donc parfaitement, même si sa main lui fait encore très mal. Il rend ensuite la clé à Louis et lui dit qu'elle n'a plus à craindre de donner toute sa fortune. Elle a encore du mal à croire que Xenos ait vraiment choisi de la sauver, au lieu de lui prendre tout son argent. Mais il lui dit qu'il n'a besoin que d'un juste prix pour sa guérison, et que toute sa fortune aurait été trop importante. Après avoir été soigné, Louis en vient à aimer Xenos, et elle lui dit que s'il a besoin d'aide, il n'a qu'à la demander, et qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider. Elle lui propose même ses hommes pour assurer la sécurité de sa clinique, mais Xenos préfère garder ses distances, car la présence des hommes de Louis ne lui apportera que des problèmes supplémentaires. Quelques jours plus tard, Lily s'énerve à la réception parce que Zofia, Linga et Louis viennent trop souvent à la clinique. Xenos y réfléchit, il les a vus souvent ces derniers temps, et ils ne semblent jamais blessés. Alors il commence à se demander pourquoi ils prennent la peine de venir. Il suppose qu'elle s'ennuie, mais Carmilla lui dit que ces femmes sont clairement amoureuses de lui. Xenos ne comprend pas pourquoi elle l'aime, puisqu'il n'est qu'un guérisseur ordinaire, mais Carmilla lui répond qu'il n'a rien d'ordinaire et qu'en tant que femme d'expérience, elle sait de quoi elle parle. Lily finit par révéler qu'elle a un peu peur que l'une d'entre elles finisse par sortir avec lui, mais Xenos dit qu'il ne sortira jamais avec aucune d'entre elles, parce que pour lui, ce ne sont que des gens bizarres. Malgré tout, Carmilla pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces trois-là n'entrent en guerre les uns contre les autres pour décider qui aura Xenos. Mais Xenos pense que cela n'arrivera jamais. Le lendemain, Zofia arrive avec une corbeille de fruits pour Xenos et dit qu'elle envisage de faire la guerre aux autres factions pour une raison non précisée. Linga et Louis font exactement la même chose, et Xenos a beau protester, ils ne veulent rien entendre. Carmilla trouve tout cela très drôle et dit en plaisantant que beaucoup de gens vont mourir à cause du comportement coureur de jupons de Xenos, mais il n'aime pas la façon dont elle parle, alors qu'elle ne fait que dire la vérité. La bataille meurtrière doit commencer à midi aujourd'hui, mais Xenos sait qu'il ne peut pas laisser tout le monde se tuer à cause de lui, alors il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, les trois factions se sont déjà rassemblées dans le stade avec tous leurs hommes et sont sur le point de commencer le bain de sang. Alors que le bain de sang commence, Xenos apparaît soudainement et tout le monde se retourne pour voir ce qu'il va dire, mais il dit à tout le monde qu'il n'est pas là pour arrêter le combat. Il sait que tout le monde a de vieilles rancunes les uns envers les autres, alors il va les laisser se battre jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits. Comme Xenos a donné son accord pour le combat,
Les filles décident de se battre avec tout ce qu'elles ont, et celle qui survivra pourra réclamer la virginité de Xénos. C'est le marché qu'elles ont conclu. Xénos ne se souvient pas avoir accepté cette dernière partie, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le combat commence. Zofia fait le premier pas et tente de couper la tête de Linga avec ses dagues, mais Linga parvient à s'esquiver à temps et fait un saut périlleux en arrière. Pendant ce temps, Louis s'approche et tente de donner un coup de pied à Zofia, mais cette dernière s'écarte et plusieurs spectateurs en arrière-plan sont touchés. Zofia et Linga s'affrontent à nouveau, mais avant qu'elles ne puissent se frapper l'une l'autre, Louis apparaît soudain et les écrase presque toutes les deux, Zofia étant poussée dans le coin où se trouvent les orques du stade. Elle commence alors à attaquer les orques, et les autres commencent à faire de même avec les autres membres des factions opposées. C'est un spectacle horrible, plusieurs personnes sont découpées partout, mais à la surprise générale, même après 6 heures de combat, aucune personne n'est morte. À ce moment-là, Zofia se rend compte que les blessures de son bras guérissent rapidement, et Xénos lui dit que c'est lui qui en est à l'origine. Il a accepté qu'ils aient leur petit combat mortel, mais il n'a jamais accepté qu'aucun d'entre eux ne meure, parce qu'après tout, ce sont toujours ses patients. Zofia se sent un peu stupide de ne pas avoir compris ce que faisait Xénos jusqu'à présent. Mais aucun d'entre eux ne savait qu'il était possible pour un guérisseur de soigner autant de personnes à la fois, et encore moins de le faire en permanence pendant plus de 6 heures. Ils ont compris qu'à ce rythme, le combat ne s'arrêterait jamais. Et c'est exactement ce que Xénos essayait de dire. Il dit que s'ils ne se comprennent jamais, ils ne pourront jamais vivre en paix. Alors s'ils ressentent le besoin de continuer à se battre, il sera là pour les guérir tous. Et pour être clair, il leur fera payer chaque guérison qu'il aura effectuée. C'est seulement après cela que les filles réalisent à quel point il était stupide de déclencher une guerre pour rien, et qu'elles acceptent de s'entendre. Cependant, elles continueront à se battre pour Xénos. Mais à partir de maintenant, elles promettent de ne plus être violentes. Pendant ce temps, Lily demande à Xénos pourquoi il s'est donné tant de mal pour faire ça. Il se souvient alors d'une chose que son maître lui a dite un jour. Son maître lui a dit que quelqu'un qui ne guérit que des blessures ordinaires est un guérisseur de 3e ordre, que s'il guérit tout le corps, il est de 2e ordre, et que le 1er ordre est celui qui peut rendre le monde meilleur. Ainsi, même si Xénos ne pense pas avoir ce qu'il faut pour être un guérisseur de 1er ordre, il veut tout de même essayer de faire des bidonvilles, un endroit où il fait bon vivre. De plus, s'il les laisse tous mourir ici, il n'aura plus de patients à soigner dans sa clinique. C'est du moins l'excuse qu'il invoque. Mais Lily sait qu'il ne dit cela que pour cacher à quel point il tient à tout le monde. Car si les factions demi-humaines commencent à s'entendre et ne se battent plus, Xénos n'aura plus autant de patients qu'avant. Malgré tout, il a décidé de les aider, et c'est en partie pour cela que Lily l'aime tant. Et elle le lui dit directement, espérant que Xénos la dévore, mais Xénos ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. Après tout, l'esprit de Xénos est bien plus pur que celui de Lily. Quoi qu'il en soit, il se fait tard. Alors il prévoit d'encaisser son paiement et de rentrer chez lui. Lily est surprise, car elle pensait qu'il plaisantait lorsqu'il a dit qu'il leur ferait payer les soins qu'il a prodigués pendant le combat, mais Xénos était très sérieux. Soigner autant de personnes est très épuisant. Alors bien sûr, il veut être payé pour cela. Pendant ce temps, dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux rencontre le commandant adjoint, Christina. Elle demande au commandant s'il s'est passé quelque chose, et il explique qu'il a entendu une rumeur selon laquelle la guerre entre les Demi-Humans serait soudainement terminée. Elle est surprise d'entendre cela, car les Demi-Humans sont en guerre pour le territoire de la favela depuis des années, et elle a du mal à croire qu'ils aient soudainement décidé de s'entendre. Le commandant n'y croit pas non plus, mais si c'est vrai, il doit faire quelque chose. Ce royaume existe depuis des siècles, avec la royauté et la noblesse au sommet, et il est resté ainsi parce que tous les pauvres sont traités injustement et sont généralement trop occupés à se battre les uns contre les autres pour représenter une menace significative. Cependant, s'ils sont en paix, les pauvres et les demi-humains pourraient finir par former un front uni et commencer à réclamer des choses comme des soins de santé universels. Et ils n'ont pas l'intention de donner ce droit à qui que ce soit d'autre que les riches. Le commandant dit que la rumeur veut qu'un seul individu ait réussi à servir de médiateur entre les demi-humains pour qu'ils cessent de se battre, et il demande donc à Christina d'enquêter sur cette personne. Christina comprend et promet de trouver cet homme et de l'arrêter pour avoir apporté la paix. Pendant ce temps, à la clinique de Xénos, il éternue parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui. Et dès que cela se produit, tout le monde craint qu'il n'ait un rhume. Linga lui propose d'utiliser sa queue comme couverture, et Loïs lui propose de réchauffer son visage entre ses cuisses épaisses. Xénos leur dit qu'il n'a fait qu'éternuer et qu'il doit encore soigner Zofia. Il leur demande donc de se calmer, jusqu'à ce qu'il ait fini. Xénos soigne le bras de Zofia,
qui le remercie pour son aide. Mais cela fait un moment que Zénos n'a pas eu à la soigner. Alors il lui demande comment elle s'est blessée. Zofia explique qu'elle s'est blessée en travaillant la nuit dernière. Il s'avère que son travail consiste à voler des choses aux riches et qu'elle prend tout l'argent pour le redistribuer aux pauvres. Mais en se faufilant dans la maison d'un aristocrate la veille, elle a été attaquée par le commandant adjoint des chevaliers royaux. Carmilla a le sentiment qu'attirer l'attention de Christina signifie de gros ennuis pour Zénos, mais celui-ci pense qu'il n'a pas à s'en inquiéter, car il est hors de question qu'un vice-commandant aussi important rencontre une guérisseuse clandestine au hasard comme lui. Pendant ce temps, Christina se rend dans les favelas à la recherche d'informations sur Zénos. Elle voit que tous les demi-humans s'entendent très bien. Alors elle s'approche d'un homme large et lui demande de lui dire qui est responsable de la fin de la guerre entre les demi-humans. Et comme l'homme large ne sait pas qui est cette humaine et qu'il sait aussi que Zénos veut garder un profil bas, il lui dit simplement qu'il ne peut rien lui dire. Il essaie de s'éloigner. Mais Christina sort son arme et dit qu'elle va lui tirer dessus s'il ne répond pas. Mais l'homme large est prêt à prendre une balle pour le bien de Zénos. Alors il lui dit de lui tirer dessus. À ce moment-là, Zofia et son frère passent. Et Christina n'est pas prête à affronter autant d'ennemis en ce moment. Alors elle décide de s'enfuir. Elle se perd dans la partie abandonnée de la ville, et par hasard elle tombe sur la clinique de Zénos. Alors elle entre pour demander des informations. Zénos la soigne très bien, et lui propose même de lui montrer le chemin du retour vers la ville principale. Mais à ce moment-là, Lily apparaît avec du thé. Et c'est ainsi que Christina voit les oreilles d'elfe de Lily. Elle tire sur la tête de Zénos avec son pistolet. Lily n'arrive pas à croire que Christina ait pu tirer une balle dans la tête de Zénos comme ça, mais Christina dit qu'elle a une raison parfaitement justifiable. En plus de sa mission actuelle, elle a été chargée d'enquêter sur une série d'enlèvements récents dans la région. Et comme Zénos est humain et Lily est une elfe, elle a supposé à ce moment-là que Zénos avait enlevé Lily. C'est pourquoi elle a réagi en lui tirant une balle dans la tête. Lily explique alors que Zénos l'a pratiquement adoptée et qu'elle vit là de son plein gré. Christina se rend compte qu'elle a peut-être tiré des conclusions hâtives. Elle réfléchit un moment et se rend compte que Lily semble être une grotte très heureuse et bien soignée. Donc elle a peut-être fait une grosse erreur. Au moins elle a utilisé des balles qui ne sont pas mortelles. Donc elle est sûre qu'elle n'a pas tué Zénos. Mais en même temps, elle n'est pas sûre qu'il ait survécu non plus. Elle pense qu'il a peut-être été assommé par l'explosion. Mais à sa grande surprise, Zénos semble aller parfaitement bien. Elle s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives et de lui avoir tiré dessus comme ça. Mais elle est toujours curieuse de savoir comment il a réussi à s'en sortir indemne. Il dit qu'il a juste utilisé de la magie défensive pour bloquer les balles avant qu'elles ne le touchent. Mais Christina ne le croit pas. Parce qu'aucune magie défensive ordinaire ne devrait être capable d'arrêter ces balles. Mais pour autant que Zénos le sache, sa magie défensive est quelque chose de tout à fait ordinaire. Cependant, au cours de ses années en tant que commandante adjointe des Chevaliers Royaux, Christina a vu beaucoup de magie défensive. Et elle sait que les boucliers de Zénos sont du même niveau que ceux du Grand Sorcier. Lorsque Christina mentionne qu'elle est commandante adjointe des Chevaliers Royaux, Zénos et Lily deviennent nerveux, car ils savent que sa présence pourrait leur causer des ennuis. Et apparemment, Christina a quelque chose pour lequel elle veut demander de l'aide à Zénos. Pour éviter une nouvelle confrontation, Zénos accepte de lui parler, mais il envoie aussi un avertissement à tous ses clients pour qu'aucun d'entre eux ne se présente. Pendant que Christina est là, ils s'assoient tous, et Christina dit à Zénos qu'elle est actuellement en mission secrète là-bas, et qu'elle aimerait son aide. Zénos répond en disant qu'il ne veut pas être impliqué. Mais Christina insiste en disant qu'il est du devoir de chaque citoyen de coopérer avec les ordres des chevaliers. Et comme Christina est une fille qui a la mèche courte, Zénos a peur qu'elle lui tire dessus à nouveau. Alors il décide de jouer son jeu. Elle l'informe que sa mission est de trouver un homme en particulier et de l'arrêter immédiatement. Elle n'a pas de nom ou de description. Mais cet homme était le médiateur. Et la personne qui a mis fin à la guerre entre les différentes factions. Zénos recrache le thé qu'il était en train de boire lorsqu'il réalise que la personne que Christina tente d'arrêter est lui-même. Mais il essaie de rester calme et demande pourquoi elle chasse le médiateur. Christina explique que les chevaliers ne peuvent tout simplement pas ignorer quelqu'un qui a le pouvoir de ramener la paix entre les factions. Mais lorsqu'elle a essayé d'interroger violemment l'un des habitants, il a refusé de dire quoi que ce soit, même face à ces menaces. Dans l'esprit de Christina, si les habitants des favelas ne sont pas prêts à livrer le médiateur, cela ne peut que signifier qu'il s'agit d'un génie malfaisant qu'il faut arrêter. Zénos tente de lui expliquer qu'il est possible que ce médiateur essaie d'éviter les projecteurs. C'est-à-dire qu'il vaudrait mieux qu'elle parte et qu'elle renonce à le chercher, car alors ce médiateur ne causera pas de problème. Christina demande alors à Zénos s'il sait qui est le médiateur, et il invente alors une excuse.
De toute façon, Christina ne peut pas ignorer le médiateur, car elle a reçu un ordre direct de son commandant. Et pour les chevaliers, toute personne ayant le pouvoir d'arrêter la guerre entre les factions est une menace trop importante pour être laissée sans surveillance. Lily panique et commence à dire à Christina qu'elle ne connaît pas le médiateur non plus. Et Christina commence à avoir des soupçons, mais elle laisse tomber pour l'instant, parce qu'elle est stupide. Et comme il se fait tard, Zenos essaie d'utiliser cette excuse pour mettre Christina dehors. Mais alors qu'il la pousse dehors, elle remarque un lit dans le coin. Elle trouve étrange que Zenos ait mis un lit là-dessous, et il ne veut pas expliquer pourquoi. Alors il dit que c'est juste un lit d'appoint. Et dès que Christina entend ça, elle demande à Zenos s'il serait prêt à la laisser utiliser le lit. Elle a du mal à se déplacer dans les favelas. Alors elle aimerait que Zenos la laisse rester là jusqu'à la fin de sa mission. Et bien sûr, elle est prête à payer l'hébergement. Zenos ne peut pas refuser sans éveiller les soupçons. Alors il finit par accepter. Et Carmilla trouve tout cela hilarant. Lily prépare du thé vert pour la nouvelle invitée. Mais Christina n'aime pas les boissons chaudes. Lily est toujours très jalouse de la présence d'une nouvelle femme qui essaie de voler le cœur de Zenos. Alors pour montrer sa supériorité, Lily lui demande de lui tapoter la tête. Comme d'habitude, Zenos fait ce que Lily veut. Mais il est un peu déconcerté par sa demande aléatoire. Alors Carmilla s'approche et dit que Lily est jalouse. Et Zenos est effrayé car Carmilla lui a chuchoté cela à l'oreille alors qu'elle était invisible. Et elle s'amuse clairement beaucoup avec tout ce drame. Lily rend les choses encore plus amusantes pour Carmilla. Elle flatte encore plus Zenos, montrant qu'elle est la fille dominante. Mais Christina semble s'en moquer complètement et continue simplement à souffler sur son thé. Finalement, Lily finit par s'endormir, alors Zenos la met au lit et retourne dans le salon pour continuer la conversation avec Christina. Zenos commence à expliquer toute l'histoire de la façon dont il a sauvé Lily d'un groupe de trafiquants d'esclaves. Il semble que ces trafiquants faisaient partie d'un réseau illégal de traite qui opère dans cette région, ce qui explique pourquoi Lily était si agitée et sur la défensive auparavant. Malheureusement, Zenos n'a aucune information concrète sur ces trafiquants. Changeant de sujet, Christina dit qu'elle a une question à poser, car il est clair que Zenos doit être un maître magicien qui a perfectionné sa magie défensive. Christina veut savoir s'il est possible de régénérer un bras entier. Si quelqu'un se consacre autant à la magie de guérison que Zenos s'est consacré à la magie défensive. Zenos commence à répondre en posant une question, demandant à Christina si c'est quelque chose d'extraordinaire pour un guérisseur. Mais avant qu'il ne termine, Christina l'interrompt et dit que récupérer un bras détruit devrait être impossible. Selon elle, les seules personnes capables de faire cela seraient des saints de haut niveau. Zenos lui demande alors pourquoi elle veut savoir tout cela, et Christina explique qu'elle s'est récemment disputée avec Zofia et qu'elle se souvient avoir causé beaucoup de dégâts à son bras. Mais quand elle a vu Zofia la veille, son bras était comme neuf, totalement guéri, ce qui a fait croire à Christina qu'il existe dans les favelas un guérisseur suffisamment puissant pour régénérer un bras. Si cela est vrai, il serait tout à fait logique que cette personne ait une grande influence sur les chefs des factions. Après avoir dit tout cela, Christina dit qu'elle va essayer de trouver des indices qui le mèneront à ce soi-disant guérisseur maléfique. Mais Zenos ne comprend pas pourquoi elle croit que ce guérisseur est quelqu'un de malfaisant. Mais la vérité est que Christina a une vision très négative de tous les habitants des favelas. Étant blonde et raciste, une fille exactement du genre qu'aime mon ami Joan. Mais Zenos ne croit pas qu'elle soit seulement raciste. Alors il lui demande si elle a une raison de se méfier de tous les habitants des favelas. Christina admet alors qu'elle est un peu trop dure avec les habitants de la favela parce que quelqu'un de la favela a tué sa mère. La mère de Christina était une femme très gentille qui voulait vraiment aider le plus grand nombre de personnes possible. Elle se rendait souvent dans les favelas et organisait des événements pour nourrir ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter de la nourriture. Mais un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée à la maison. Et, selon des témoins, la mère de Christina a été agressée et tuée par quelqu'un qui voulait voler son alliance. Christina a été complètement dévastée en apprenant cela. Sa mère avait sauvé tant de personnes de la faim, mais personne n'était là pour la sauver quand elle en avait besoin. C'est pour cette raison que Christina a décidé de rejoindre l'ordre des Chevaliers Royaux, devenant la plus jeune vice-commandante et une héroïne invincible, capable de rendre justice aux criminels des favelas. Le lendemain, Christina repart pour reprendre son enquête et Zenos peut enfin retourner soigner ses patients. Zofia arrive avec une petite blessure au bras et demande à Zenos de l'examiner. Zenos commence à la soigner, mais il lui conseille d'être un peu plus prudente, car ils ne savent jamais quand Christina va se montrer. Et juste au moment où ils disent cela, elle arrive pour demander des informations,
car elle s'est perdue en sortant. Dès que Christina voit Zofia, elle sort ses armes et Zofia sort ses couteaux en représailles. Les deux se retrouvent dans une impasse et Christina demande à Zofia s'il existe vraiment un guérisseur maléfique qui rassemble les criminels pour déclencher une rébellion. En réponse, Zofia ne nie pas l'existence d'un guérisseur, mais elle assure qu'il n'est pas une personne maléfique. Cependant, pour Christina, Zofia n'est qu'une voleuse. Elle n'est donc pas exactement une citoyenne qui respecte toutes les lois. Mais en réponse, Zofia dit qu'il y a des nobles qui font des choses bien pires. Par exemple, Zofia a entendu dire que Christina enquête sur un réseau de trafic. Et après avoir fait une petite recherche, Zofia a découvert que celui qui est derrière tout cela est un noble appelé Calendor. En entendant cela, Christina ne la croit pas. Car selon ces informations, le réseau de trafic est concentré dans les favelas. Mais Zofia dit que ce n'est qu'une ruse astucieuse pour détruire l'ordre des chevaliers et les empêcher d'atteindre le véritable coupable. Christina reste sceptique, mais elle demande à Zofia de lui dire qui est derrière les enlèvements. Zofia explique alors à nouveau qu'un noble nommé Calendor est responsable de tout cela. Et Christina dit qu'elle a du mal à y croire, car Calendor est un homme très bon, très fier d'éduquer les orphelins. Dans son esprit, il ne vendrait jamais les enfants comme esclaves. Mais Zofia ne s'attendait pas à ce que Christina la croie, car aux yeux de Christina, tous les habitants des bidonvilles ne sont que des criminels. Contrairement à Christina, le médiateur n'a jamais traité les habitants des bidonvilles de cette manière. Il traite tout le monde de la même façon et est toujours prêt à leur donner une seconde chance. Contrairement à Christina et à son sens de la justice, lorsqu'elle entend cela, Christina devient furieuse et se prépare à tirer. Mais Zenos intervient et demande à Christina de baisser ses armes. Christina essaie de faire bouger Zenos, mais il dit qu'il ne peut pas faire ça, parce que Zofia est sa patiente et qu'il ne peut pas la laisser se blesser. Il s'excuse de ne pas l'avoir dit avant, et devant elle, il admet qu'il est le médiateur que Christina cherchait. Christina croit que Zenos ment pour protéger Zofia, puisqu'il n'y a pas moyen qu'il soit le médiateur de la guérison. Après tout, il est un maître de la magie défensive. En réponse, Zenos dit qu'il ne se considère pas exactement comme un maître, mais il est sûr qu'il maîtrise aussi bien ses sorts de guérison que ses sorts de défense, puisque les deux n'existent que pour lui permettre d'amplifier les fonctions naturelles du corps. Ce qui n'a aucun sens pour Christina, qui ne croit donc toujours pas qu'il est le guérisseur, mais comme il est clair qu'il est du côté de Zofia et non du sien, elle décide de partir sans faire d'histoire. Par respect pour l'hospitalité qu'il lui a montrée la veille, lorsqu'elle s'en va, Lily remarque que Christina se dirige vers le quartier où vivent tous les nobles, et Zenos comprend soudain où elle doit aller. Christina a pris à cœur ce que Zofia a dit sur le noble Calendor, et elle se rend dans son manoir pour avoir une petite conversation. Elle ne peut évidemment pas dire ouvertement qu'elle le croit responsable d'un réseau de trafic d'enfants, alors elle invente une excuse. Elle dit qu'elle a entendu parler d'une augmentation récente des vols dans la région, et Calendor admet qu'il a eu quelques problèmes avec le gang des hommes larges ces derniers temps. Christina dit donc qu'elle a l'intention d'augmenter les patrouilles de sécurité. Mais avant cela, elle veut jeter un coup d'œil au manoir de Calendor pour comprendre comment fonctionne sa sécurité personnelle. Calendor comprend tout, alors il propose de lui faire visiter les lieux. Christina est alors guidée dans le manoir. Après la visite, Calendor lui demande ce qu'elle a pensé de sa sécurité. Elle loue la sécurité de son manoir, mais elle remarque quelque chose d'étrange pendant sa visite. Elle demande si elle peut utiliser la salle de bain avant de partir, et Calendor n'y voit pas d'inconvénient. Christina quitte donc son bureau. Calendor est un aristocrate des hautes sphères. Il n'est donc pas étrange qu'il ait un niveau de sécurité élevé. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il essaie trop de protéger l'arrière du manoir. Pour une raison quelconque, il a mis beaucoup de gardes en patrouille à cet endroit. Elle se rend compte que Calendor cache un secret. Alors elle jette un coup d'œil par-dessus le mur et finit par trouver un puits qui mène sous la terre. Mais avant que Christina ne puisse faire quoi que ce soit pour aider les enfants, Calendor apparaît derrière elle et utilise les armes qu'elle a laissées à l'étage pour lui faire exploser le bras. Il trouve amusant d'avoir pu se débarrasser d'un chevalier aussi facilement. Il n'a plus qu'à l'achever pour pouvoir continuer son opération de trafic d'enfants. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Zofia et Zenos arrivent. Zenos craignait que Christina ne soit blessée lorsqu'il a compris où elle allait, alors il demande à Zofia de lui montrer le chemin jusqu'ici. Calendor refuse de laisser des témoins en vie. Il met donc l'arme de Christina en position létale et tire sur Zenos. Mais à sa grande surprise, Zenos est toujours en un seul morceau après avoir été touché. Calendor panique et tente de s'enfuir, mais finit par laisser tomber accidentellement son arme, et Zenos saisit le moment et la ramasse. Calendor commence à demander grâce, et heureusement pour lui, Zenos a une règle contre le fait de tuer des gens,
Mais il n'a pas de règle contre le fait de causer de la douleur et de la souffrance. Il met donc l'arme en mode non létal et tire une balle dans la tête de Calendor, après quoi il va voir Christina. Mais elle dit qu'il est trop tard pour elle, son bras est parti et une partie de son estomac a disparu. Elle a donc déjà accepté son destin. Mais Zenos dit qu'elle s'en sortira, mais il la prévient qu'il lui fera payer cher pour cela. Elle peut donc s'attendre à une facture énorme. Donc dans quelques minutes seulement, Christina est maintenant complètement rétablie et elle est impressionnée que Zenos ait pu guérir des blessures aussi graves, aussi rapidement. Elle réalise qu'il devait être sérieux quand il a dit qu'il était le médiateur. Mais maintenant, elle n'a aucun intérêt à l'arrêter, parce qu'elle croit maintenant qu'il est un vrai héros. Sauf que Zenos ne se considère pas comme un héros dans cette histoire. Il se voit juste comme un guérisseur qui a veillé à ce que personne ne meure. Pour lui, le héros était Christina, parce qu'elle a été la première à agir pour le bien de ses enfants. Pour lui, elle peut parfois sembler être une personne mal avisée, mais au fond, c'est une personne gentille qui veut vraiment rendre le monde meilleur. Zofia appelle ses hommes, et ils aident à retirer tous ses enfants de cet endroit sombre. Et alors que les chevaliers royaux sont sur le point d'arriver, Zenos décide de partir. Mais avant qu'il ne parte, Christina le rattrape et lui demande pourquoi il a décidé de la sauver, même si elle est son ennemie. Zenos se tourne vers elle et lui dit qu'il voulait juste s'assurer qu'elle paierait la facture, car elle lui doit encore de l'argent pour avoir passé une nuit dans sa clinique, et il attend un paiement complet de sa part, y compris le coût du remède. Alors il lui dit au revoir, et ayant résolu ce gros problème, il n'aura plus à s'inquiéter. Il n'aura plus à s'inquiéter pour Christina. Sa vie est enfin redevenue normale avec Lily. Mais la vie de Zenos n'a pas toujours été aussi paisible. Quand il était enfant, il était un orphelin sans argent, qui vivait dans les bidonvilles et n'avait rien pour lui. Un jour, Aston se promenait dans les bidonvilles en essayant de décider quel enfant il voulait kidnapper. Mais il était très triste de marcher dans les bidonvilles, car aucun enfant n'avait l'air d'un bon bouclier humain. C'est à ce moment-là qu'il a repéré Zenos et a décidé de le prendre. Il s'est approché de Zenos et a commencé à lui parler. Aston lui dit alors que le garçon était un pauvre bougre, sans emploi et affamé, et que s'il voulait améliorer sa vie, il devait l'accompagner dans une aventure. En fait, il dit tout cela de manière polie, en ayant l'air d'être une très bonne personne, juste pour que Zenos le croie. Zenos à l'époque était un peu hésitant à accepter la proposition, parce que ceux qui vivent dans les bidonvilles n'ont généralement pas la chance de devenir des aventuriers. Mais Aston a dit que s'il avait les compétences nécessaires, il pourrait faire n'importe quoi. Il demande donc à Zenos s'il peut faire quelque chose, et Zenos répond qu'il peut utiliser un peu de magie. Mais Aston n'y croit pas du tout, car pour apprendre n'importe quel type de magie, il faut être un noble et s'entraîner pendant de nombreuses années à l'Académie royale. Pour lui, il est donc impossible qu'un orphelin ait pu l'apprendre tout seul. Mais en fin de compte, peu importe que Zenos sache utiliser la magie ou non. Aston voulait juste l'utiliser comme distraction, au cas où quelque chose tournerait mal. À l'époque, Zenos accepta de l'accompagner, et il fut emmené dans la forêt. Là, ils ont tous les deux affronté un monstre ressemblant à un loup. Alors qu'Aston combattait la créature, il se blessa un peu. Zenos utilisa rapidement sa magie pour le soutenir. Puis Aston attaqua à nouveau la créature. À ce moment précis, Zenos utilisa sa magie de guérison pour augmenter sa vitesse. Et grâce à l'aide de Zenos, Aston réussit à couper la tête du loup d'un seul coup. Sauf que ce con d'Aston ne s'est pas rendu compte qu'il était soigné en plein combat. Il ne s'est même pas rendu compte qu'il était devenu plus rapide, comme par hasard. Alors, après sa victoire, son ego s'est encore gonflé. Et pour Aston, il n'est qu'un type très fort, alors que Zenos est un type inutile qui reste là à ne rien faire. Au bout de quelques années, Aston a fini par exclure Zenos de son groupe. Depuis, le groupe d'Aston n'a pas réussi à mener à bien ses missions. Après avoir chassé Zenos, Aston et le reste de son groupe se sont rendus dans une grotte. Ils avaient une mission très importante à accomplir. Leur objectif était de la mener à bien rapidement, afin de s'attirer les faveurs des nobles du royaume. Un garçon du groupe, Yuma, dit que plus vite ils auront terminé la mission, plus vite ils pourront retourner à l'auberge et continuer à boire. Andras est excité car les femmes s'extasient toujours devant eux lorsqu'elles apprennent qu'ils sont membres du Phénix d'Or, un groupe réputé pour accomplir des missions et tuer des foires magiques sans souffrir de blessures. Ils tombent bientôt sur les monstres qu'ils sont venus tuer, et Aston dégaine son épée et se prépare à attaquer. Il demande à Gilly de lui lancer un sort de défense pendant qu'il avance, ce que fait Gilly. Mais même avec la magie de Gali, Aston sent son bras brûler pendant qu'il combat les renards. Pendant ce temps, Yuma est attaqué par l'un des loups à l'arrière. Il ne sera pas d'une grande aide maintenant. Aston crie à Andras de se dépêcher de lancer de la magie d'attaque, mais il met trop de temps à la conjurer, et il est frappé par une boule de feu en plein milieu de l'incantation. Aston est choqué, se demandant si son équipe a toujours été aussi inutile, mais il est clair qu'ils ne vont pas gagner ce combat, alors il ordonne à tout le monde de se retirer immédiatement.
Une fois dehors, Aston demande à ses coéquipiers pourquoi ils souffrent contre des monstres de rang B au mieux. Andras répond qu'Aston n'a pas fait grand-chose contre les renards non plus. Gilly demande s'il est possible que Xenos ait dit la vérité en affirmant qu'il soignait tout le groupe, mais Aston n'est pas de cet avis. Selon lui, un paysan de bas étage comme Xenos ne saurait jamais utiliser la magie de guérison. Malgré tout, pour des raisons de sécurité, Aston pense qu'il serait bon d'engager un guérisseur pour le groupe. Quelques jours plus tard, ils retournent à la grotte avec une guérisseuse dans le groupe. Elle s'appelle Oomin et prévient déjà Aston qu'elle n'est pas très douée pour soigner au milieu du champ de bataille. Normalement, elle ne soigne que dans la capitale, mais comme elle a déjà un permis d'aventurier, elle a accepté de venir avec eux. Malgré tout, Oomin se demande pourquoi le Phénix d'Or a besoin d'une guérisseuse, puisqu'il est réputé pour accomplir ses missions sans se blesser. Aston ne veut pas expliquer ce qui s'est passé et lui dit de s'occuper de ses affaires. Gilly demande alors à Oomin si Yuma va s'en sortir, car il a été très malmené par les loups la dernière fois. Oomin l'a soigné, elle est donc sûre qu'il survivra, mais vu la gravité de ses blessures, il ne pourra pas s'aventurer à nouveau. En temps normal, Aston devrait faire preuve d'un peu de compassion pour un coéquipier handicapé à vie, mais il se contente de dire que cela ne vaut pas la peine de garder Yuma dans les parages. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi cette mission est si importante, cette mission est importante. Ils doivent chasser un renard de feu pour qu'un seigneur très important, Lord Fennel, puisse offrir à sa fille une écharpe spéciale, et Aston est prêt à risquer sa vie pour cette écharpe. Cependant, en l'espace de 2 secondes, son plan commence à s'effondrer, les renards lançant soudain une attaque surprise. Aston commence immédiatement à se défendre et demande à Gilly de lancer sa magie de défense sur tout le monde. Mais alors qu'Aston avance, il ne parvient pas à porter un seul coup au renard. Les renards tirent alors 4 boules de feu sur lui, et Aston parvient à en bloquer 3. Mais la dernière boule touche Andrias à l'estomac et il tombe. Aston continue d'essayer de frapper les renards, mais sans succès. Alman crie alors qu'ils doivent battre en retraite, car Andrias est dans un état critique. Aston n'arrive pas à croire que son plan s'écroule une fois de plus, et, dès qu'ils sortent, il crie après Gilly et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé sa magie de défense pour protéger Andrias. Alman lui répond que la magie de défense de Gilly était efficace. En effet, sans elle, Andrias aurait été tué sur le coup par une telle explosion. Andrias demande à Alman de se dépêcher de le soigner, mais elle lui répond que ce n'est pas possible. Même les plus grands guérisseurs n'ont pas le pouvoir de soigner de telles blessures sans préparation spéciale. S'il n'emmène pas Andrias à l'hôpital, il mourra. Plus tard, Aston rencontre le serviteur de Lord Fennel, qui lui dit que Lord Fennel est très déçu de lui, car il est sûr qu'il peut obtenir la peau pour l'écharpe s'il essaie à nouveau. Mais l'anniversaire de la fille de Lord Fennel est déjà passé. Il n'y a donc plus de raison pour cette chasse, et maintenant, Lord Fennel est très déçu. Non seulement parce que le groupe du Phénix d'Or n'a pas réussi à accomplir les missions, mais aussi parce qu'Aston n'a cessé de lui assurer qu'il pouvait s'en sortir. Aston aurait pu dire à Lord Fennel que cette mission était impossible à mener à bien, et Lord Fennel aurait accepté et arrangé un autre cadeau pour sa fille. Bientôt, Lord Fennel ne fait plus confiance au groupe du Phénix d'Or, et pendant une seconde, Aston tente de rejeter la responsabilité de tout ce gâchis sur Xenos. Mais il se souvient qu'il n'a jamais enregistré officiellement Xenos comme membre du groupe. Par conséquent, Xenos n'a jamais été membre de son groupe, et on ne peut donc pas lui reprocher quoi que ce soit. Aston est donc contraint de baisser la tête et de s'excuser pour tous les problèmes qu'il a causés. Cependant, il déteste se prosterner ainsi devant un serviteur. Aston promet de se rattraper, mais le serviteur de Lord Fennel lui demande comment il compte s'y prendre, alors que la moitié des membres de son équipe sont déjà pratiquement morts. Aston répond qu'il a l'intention de recruter de nouveaux membres pour compenser leurs pertes, et que la prochaine fois que Lord Fennel leur confiera une mission, il veillera à ce qu'elle soit menée à bien. Sur ce, le serviteur de Lord Fennel s'en va, mais Gilly demande à Aston si c'est vraiment une bonne idée de faire de telles promesses. Après tout, ils ne savent pas où trouver des personnes qualifiées à recruter, et il n'y a aucune chance qu'ils soient les seuls à pouvoir assurer les missions. Aston dit à Gilly qu'il ne doit pas s'inquiéter, car il a déjà un plan. Aston pense toujours que Xenos ne vaut pas grand-chose, mais il ne peut pas nier que le groupe était bien meilleur quand il était là. Le plan d'Aston est donc de ramener Xenos, et il est persuadé que Xenos sera prêt à tout pour revenir au sein du Phénix d'Or, malgré tous les mauvais traitements qu'il a subis. Le lendemain, Aston et Gilly se rendent dans les Favlas à la recherche de Xenos, mais ils ne savent pas par où commencer. Aston a alors une idée géniale. Il va engager les chefs des 3 factions pour l'aider à trouver Xenos, et il est sûr qu'ils seront tous d'accord, car des gens méprisables comme eux sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent. Peu après,
Il demande à un homme large de le conduire à Zofia et lui dit qu'il veut l'engager pour un travail. Lorsqu'il arrive auprès d'elle, Zofia elle-même déclare qu'elle n'est pas intéressée, car cela l'empêcherait de se rendre quotidiennement à la clinique. Mais elle est prête à écouter la demande d'un client payant. Aston se présente comme le chef du Phénix d'Or et explique à Zofia qu'il est à la recherche d'un certain Xenos, arrivé dans les favelas il y a environ 2 mois. Au début, Zofia ne croit pas ce qu'elle entend, car Xenos lui a raconté comment Aston l'a expulsé du groupe du Phénix d'Or. Elle sait que Xenos a un grand potentiel et elle n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse être aussi stupide pour l'expulser d'un groupe. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'Aston soit assez stupide pour chercher Xenos après tout ce qu'il a fait. Elle demande à Aston de la quitter, car Xenos a mieux à faire que de le retrouver. Le simple fait de regarder Aston la dégoûte. Aston s'offusque un instant et songe même à attaquer Zofia. Mais il se rend compte qu'il sera battu et renonce. Et comme Zofia refuse de l'aider, Aston tente de demander l'aide de la faction de la langue. Mais dès qu'elle apprend qui est Aston, elle lui demande de partir. Et Aston est choqué d'apprendre que Tong est également ami avec Xenos. Avant qu'il ne puisse essayer de s'attirer des ennuis, Tong rappelle à Aston qu'elle pourrait le tuer 3 fois avant qu'il ne cligne des yeux. Aston tente alors de demander de l'aide à Louis, mais comme les autres, elle lui demande d'aller se faire voir. Et si elle apprend qu'il harcèle les Xenos, elle lui défoncera personnellement la tête. Aston et Guile quittent immédiatement la grotte de Louis, et Aston n'arrive pas à croire que les chefs des bidonvilles se soucient autant de Xenos. Il essaie de se convaincre que tout le monde parle d'un autre type appelé Xenos, car pour lui, il n'est pas possible que Xenos ait autant d'influence ici. Soudain, Guile voit Xenos marcher dans la rue avec Lily. Lily et Xenos viennent de faire leurs courses et s'apprêtent à rentrer chez eux. Quand Aston appelle soudain Xenos, Xenos est choqué de revoir Aston et Guile, et comme il n'aime même pas les regarder, il commence à s'éloigner. Aston l'arrête et lui annonce qu'il est venu spécialement pour accueillir Xenos au sein du Phénix d'Or. Mais avant même qu'il ait fini de parler, Xenos le rejette, et Aston n'en revient pas, car il était convaincu que Xenos serait ravi de réintégrer le groupe. Mais Xenos commence à énumérer tout ce qu'Aston lui a fait subir la dernière fois, y compris les mauvais traitements et le salaire minable. Pour Xenos, il n'y a littéralement aucune raison de retourner au Phénix d'Or, mais si Aston est si désespéré, Xenos est prêt à l'accompagner sur quelques missions s'il en a le temps. Cependant, comme il ne veut plus être exploité de la sorte, Aston devra cette fois-ci lui verser une bonne somme d'argent. Xenos dit qu'il facturera 50 000 pour la guérison des blessures de base et 1 million pour la guérison des blessures critiques. En outre, Aston devra payer le triple de ses coûts pour l'utilisation de sa magie défensive et des buffs de Xenos. Mais si Aston ne veut pas payer ce prix, il n'a même pas besoin de le chercher. Après avoir dit cela, Xenos continue son chemin, mais Aston s'offusque du fait que Xenos ose le rejeter. Il sort son épée et tente de l'attaquer par derrière, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il est frappé par Christina. Elle dit à Aston qu'il est idiot d'essayer d'attaquer quelqu'un effrontément devant un chevalier royal. Elle est venue dans les bidonvilles pour voir Xenos, mais comme Aston vient de commettre une tentative d'agression, elle va devoir l'arrêter. Aston tente de s'enfuir car il ne veut pas finir en prison, et après toute cette pagaille, Xenos et Lily rentrent chez eux. Peu après, Zofia, Linga et Louis arrivent. Ils disent à Xenos qu'Aston a essayé de les engager pour le retrouver, et bien qu'ils aient tous refusé, Zofia est toujours inquiète qu'il continue à poursuivre Xenos. Elle craint qu'Aston ne se rende dans une guilde clandestine et qu'il y engage un assassin pour attaquer Xenos. Mais d'un autre côté, engager des assassins coûterait trop cher, et si Aston est assez désespéré pour chercher Xenos lui-même, au lieu de chercher d'autres membres pour le groupe, alors il n'a probablement plus d'argent. Malgré tout, Zofia reste inquiète, car des rumeurs circulent à propos d'un homme appelé le Guide, qui est prêt à effectuer certains travaux gratuitement, à condition de remplir certaines conditions. Si Aston réussit à convaincre cet homme, Xenos risque d'avoir des ennuis. Un peu plus tard, nous constatons que Xenos n'arrive pas à dormir, à cause du stress lié à la nouvelle rencontre avec Aston. Carmilla va donc le voir, probablement parce qu'elle s'inquiète de sa santé. Pendant qu'elle est là, Carmilla demande à Xenos s'il est vrai qu'il a appris à utiliser la magie de guérison dans les bidonvilles. Il explique alors qu'il essayait de ranimer un cadavre et que la magie de guérison lui est venue naturellement par la suite. Carmilla dit que la magie de résurrection est interdite, mais pour sa défense, il dit qu'il ne savait pas qu'elle était interdite quand il l'a essayée pour la première fois. En parlant de magie interdite, Carmilla se souvient de quelque chose de similaire.
Elle raconte que lorsqu'elle était encore en vie, il existait ce qu'on appelle la vie artificielle, et que ce type de magie a été créé lorsque le seigneur démon existait encore. À l'époque, il faisait la guerre en utilisant des golems créés avec cette magie interdite. Et à ce moment précis, Xenos entend un tremblement à l'extérieur. Carmilla propose alors d'aller jeter un coup d'œil. Et à sa grande horreur, elle voit un très grand golem sur le point de tout détruire. Il s'avère qu'Aston était vraiment assez bas pour essayer d'engager quelqu'un pour éliminer Xenos, mais il était tellement à court d'argent qu'il ne pouvait pas s'offrir un assassin ordinaire. Il s'est donc adressé au guide. Le guide lui a dit qu'il pouvait faire le travail gratuitement, mais qu'il voulait entendre toute l'histoire pour décider si cela en valait la peine. Aston lui raconta tout dans les moindres détails, et le guide trouva amusant qu'Aston soit si égoïste. Malgré tout, il pensa qu'il serait intéressant de s'en prendre à Xenos, qui cherchait à tester son nouveau jouet. Pendant ce temps, dans le présent, Xenos et Carmilla s'approchent du golem, et les dégâts de près sont bien plus importants. Peu après, Zofia, Linga et Loïs rejoignent le groupe. Elles demandent de l'aide à Xenos, car de nombreux villageois ont été blessés dans le chaos causé par le golem. Xenos leur demande s'ils ont des indices sur l'origine du golem, mais ils répondent que tout est encore un grand mystère. La seule chose qu'ils savent, c'est que le golem est venu de la partie la plus profonde des taudis, mais ils n'ont aucune idée de sa destination. En apprenant d'où vient ce golem, Xenos commence à soupçonner la guilde souterraine d'être derrière tout cela. Mais il sait que ce n'est pas le moment de faire des théories, alors il demande aux 3 filles de rassembler tous les blessés en un seul endroit pour qu'ils puissent les soigner tous en même temps. Il les prévient que dès que tout sera terminé, il s'en prendra aux responsables de l'invocation de ce golem et il les fera payer très cher. Pendant ce temps, le guide observe tout de loin, depuis une position sûre, et il est satisfait de la performance de son golem. Cependant, il pense que la créature pourrait être plus agile. Malgré tout, sa puissance est largement suffisante pour faire le travail. Le guide n'a pas beaucoup d'informations sur Xenos, mais il est curieux de voir comment il va surmonter la douleur de perdre ses amis un par un, sous ses yeux. En ville, Linga, Lou et Zofia mobilisent leurs troupes et ordonnent que tous les blessés soient emmenés à Xenos. Lorsque tout le monde est sauvé, Xenos se prépare à lancer un grand sort de guérison. Mais avant de le faire, il demande à Carmilla de s'éloigner, sinon elle risque d'être exorcisée. Lorsqu'elle s'éloigne, Xenos active son grand pouvoir de guérison sur une large zone et tous les habitants blessés commencent à aller mieux presque instantanément. Il demande ensuite à tout le monde d'évacuer les lieux aussi vite que possible et son plan consiste maintenant à soigner ceux qui sont tombés hors de portée de sa première magie. Mais il est manifestement irrité par la situation. Il a dû se précipiter au petit matin, il a soigné des centaines de personnes et il ne sait même pas s'il recevra quelque chose en échange. Maintenant, il a bien l'intention de découvrir qui se cache derrière le golem, mais le problème, c'est que personne ne sait où se trouve cette personne, ni ce qu'elle fait exactement. Du côté de celui qui contrôle tout, le guide lui-même est étonné de la capacité de Xenos à soigner tous les blessés. Il pensait qu'un bon nombre de personnes allaient de mourir dans le chaos, mais d'un seul coup d'œil, il se rend compte que Xenos n'est pas seulement doué, mais un véritable prodige de la guérison. Cependant, un problème subsiste. Même s'il parvient à soigner tout le monde, le golem est toujours actif, et tant qu'il ne sera pas arrêté, la destruction continuera. De l'autre côté, Xenos finit de soigner les blessés, et Xenos demande à Carmilla si le golem ne risque pas de perdre sa motivation et de partir. Mais elle lui explique que les golems ne s'arrêtent que lorsqu'ils ont accompli la mission pour laquelle ils ont été créés. Et d'après ce qu'il semble, le but de ce golem est de détruire les bidonvilles, donc il continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. De plus, pour créer un golem, il faut une pierre magique d'une grande pureté, et ces pierres ont dû disparaître après la Grande Guerre. Donc Carmilla n'a aucune idée de comment quelqu'un a pu mettre la main sur un matériau aussi rare. Malheureusement pour Xenos, il va devoir résoudre ce problème maintenant, avant que la situation ne s'aggrave. Les autres proposent leur aide en cas de combat, et Xenos demande si tout le monde est sûr, car il ne peut pas garantir qu'il sera capable de soigner tout le monde au milieu de la bataille. Malgré cela, tous sont conscients du risque et disent vouloir se battre à ses côtés pour protéger l'endroit d'où ils viennent. Xenos est heureux de leur soutien, mais les prévient qu'ils doivent d'abord élaborer une stratégie. Il demande à Carmilla si elle sait comment vaincre un golem, et elle répond que le seul moyen est de détruire la pierre magique qui forme le noyau. Si cela n'est pas fait, le golem continuera à fonctionner pour toujours. Xenos est d'autant plus découragé que son but était de vendre le noyau pour se faire de l'argent. Mais malheureusement, cela n'arrivera pas, alors il dit aux 3 d'attaquer avec tout ce qu'ils ont, tandis qu'ils se contentent d'apporter un soutien magique. Dès qu'il donne le signal, les 3 courent de toute leur force pour affronter le golem, et au fur et à mesure que le groupe avance, Xenos active un accélérateur de vitesse pour accélérer leur mouvement.
Et dès qu'ils sont prêts à attaquer, il active également un bonus de force, ce qui leur permet d'attaquer tous les trois de manière synchronisée. Ils parviennent ainsi à faire sauter l'une des pattes du golem qui, incapable de se soutenir, se déséquilibre et s'effondre au sol. Mais la fête est de courte durée, car le noyau magique du golem garantit une régénération sans fin. La créature finit par être ranimée de tout, jetant sa langue, et par ce seul mouvement, la pauvre traverse 3 maisons sans s'arrêter. Normalement, elle aurait dû se briser tous les os, mais grâce au soutien de Xenos, elle s'en sort parfaitement, et cela fait longtemps que Xenos n'a pas été impliqué dans un vrai combat, alors il a encore du mal à s'y faire. Il sait qu'il doit se souvenir de 2 choses importantes. La première est qu'il ne peut pas s'éloigner du reste de l'équipe, sinon les buffs perdront de leur efficacité. Et comme chaque type de buff de soin, de force et d'agilité a son propre ordre d'activation, il ne peut pas les utiliser tous en même temps. Il doit donc choisir un type de buff en fonction de la situation. En regardant bien, Xenos se rend compte que la régénération du golem se fait immédiatement, ce qui signifie que s'ils font assez de dégâts en une seule fois, ils pourront peut-être l'immobiliser. Il demande aux filles de se concentrer sur les 2 jambes de la créature, ce qu'elles font, et le golem s'effondre à nouveau sur le sol. Mais un nouveau problème se pose. Zofia remarque qu'une petite fille se cache dans l'une des maisons, et que le golem est sur le point de lui tomber dessus. Xenos tente de courir pour la sauver, car il est trop loin pour utiliser sa magie défensive, mais même s'il se précipite, il n'arrive pas à temps. Logiquement, cette fille est censée être morte, mais curieusement, le golem s'est arrêté avant de l'écraser, ce qui n'a aucun sens, car selon Carmilla, ces êtres n'ont pas de conscience ou de capacité à prendre des décisions émotionnelles. Il est clair que ce golem a quelque chose de différent, et Xenos comprend enfin pourquoi. En scannant le corps de la créature, il détecte l'Aston qui y est enfermé, et le guide est surpris que Xenos ait compris si vite. Mais il pense que savoir cela ne servira à rien. Le cristal magique que le guide utilisait était défectueux. Il n'avait donc aucun moyen de créer un golem de manière conventionnelle. Il a donc décidé d'utiliser un être humain comme base, et Aston s'est avéré être le choix idéal. Le guide a alors piégé l'homme en insérant une pierre magique dans son corps, et l'a utilisée pour former le noyau du golem. Depuis, Aston et la créature ne font plus qu'un. Le guide veut maintenant voir comment Xenos va réagir à cette révélation. Il sait qu'au vu du nombre de vies que Xenos a déjà sauvées, éliminer quelqu'un ne sera pas une tâche facile. C'est alors que Xenos prend une grande inspiration et demande à tout le monde de se retirer du combat. Les filles sont confuses, car elles étaient sur le point d'achever le golem. Mais d'après ce que Xenos a découvert, il se rend compte qu'il doit affronter ce combat seul. Même si elles ne savent pas pourquoi, elles lui font confiance et s'écartent pour le laisser agir. Désormais seul, Xenos affronte Aston et lui dit que le moment est venu pour eux de régler leur compte. La relation entre les deux a commencé quand Aston a mis fin aux souffrances de Xenos. Mais dès le départ, il avait des intentions égoïstes. Aujourd'hui, il a décidé de sauver un enfant, ce qui rappelle à Xenos ce que Gil a dit sur le passé d'Aston. Quand il était jeune, il a perdu sa sœur parce qu'il n'avait pas les moyens de la soigner. Depuis, il est obsédé par la richesse et le pouvoir. En voyant cette petite fille, Aston s'est probablement souvenu de sa propre sœur, alors il l'a protégée par instinct. Mais cela n'efface pas tout ce qu'il a fait de mal. Mais au moins, cela a permis à Xenos de croire qu'il restait encore un peu d'humanité en lui. Malgré tout, il est clair qu'Aston ne va pas très bien ces derniers temps. Xenos se rend compte qu'il n'a pas vraiment le choix. Il prend le scalpel, esquive une attaque et transforme son arme en épée, coupant les bras d'Aston. Puis il saute et fait un trou dans la poitrine du golem, visualisant ainsi le vrai corps d'Aston. Il ne se sent pas très bien, mais il sait qu'il doit s'assurer qu'Aston ne reste pas une menace. Il le blesse donc en plein milieu de la poitrine. Le guide est étonné de voir que Xenos a pu attaquer Aston avec autant de fermeté. Mais vu la façon dont il l'a traité, il est logique que Xenos veuille se venger. Malgré tout, Xenos n'essaie pas de tuer Aston. Il se contente de couper les parties de son corps qui ont été fusionnées avec la pierre magique, puis utilise ses pouvoirs pour soigner Aston et le maintenir en vie. Le guide est d'autant plus étonné qu'une technique de ce niveau demande une concentration absurde, sans compter que Xenos a déjà effectué des centaines de guérisons. Et la vérité, c'est que Xenos se moque de savoir si Aston vit ou meurt. Mais il faut bien que quelqu'un paie pour les dégâts causés. Et comme Aston est sans le sou, Xenos le laissera mourir s'il ne lui révèle pas qui est à l'origine de la création du golem. De plus, même si la vie d'Aston n'est plus nécessaire à ce monde, Xenos reconnaît que s'il n'avait pas reçu cette pièce d'or en compensation, il n'aurait pas pu sauver Lily, ni même ouvrir sa clinique. Et surtout, en tant que guérisseur, Xenos a fait le serment de sauver le plus de vies possible, y compris celle d'Aston. Sans réfléchir, Xenos lève son épée et assène un nouveau coup puissant à la pierre magique, la détruisant complètement et libérant Aston de l'emprise du golem. La situation se calme enfin, Aston reprend conscience et se rend compte de la grandeur de Xenos.
Pendant qu'il était enfermé dans le golem, il était pratiquement éveillé, et il a pu voir comment Xénos a soutenu les chefs de faction pendant le combat. Cela lui a fait réaliser que Xénos avait probablement fait la même chose lorsqu'il faisait partie de son ancien groupe. Et après avoir été manipulé comme une marionnette sans volonté propre, cela a fait réaliser à Aston à quel point il a été un trou du cul. Même s'il sait qu'aucun mot n'effacera jamais ses actes, il ressent le besoin de s'excuser. Mais Xénos ne voit pas Aston s'humilier de la sorte. Il dit à Aston de garder la tête haute, non pas parce qu'il lui a pardonné, mais parce qu'il veut lui donner un bon coup de poing avant de partir. Cela faisait longtemps qu'il voulait le faire, mais frapper quelqu'un d'inconscient ne serait pas amusant. Maintenant qu'Aston est conscient, Xénos n'a plus aucune raison de se retenir. Il décuple sa force et commence à marcher lentement vers Aston, après quoi il lui assène le coup de poing le plus satisfaisant de toute sa vie, et Aston s'effondre sur place. Quelques heures plus tard, quand Aston se réveille, Christina est à ses côtés. Elle lui dit qu'il a causé beaucoup d'ennuis, qu'il a de la chance que personne ne soit mort et que s'il n'y avait pas eu Xénos, il aurait été accusé de plusieurs meurtres. Pourtant, elle dit qu'il est en prison pour d'autres raisons. De plus, elle dit que Xénos lui a laissé un message. En fait, Xénos a pris l'épée d'Aston pendant qu'il était inconscient. C'était une arme de très haut calibre, et si Xénos la vend, il pourra payer les dégâts causés. De plus, Xénos a demandé à Aston de regarder sa propre main, et en regardant sa main, il trouve une pièce d'or que Xénos a laissée en guise de dédommagement. Sur ce, Xénos lui fait comprendre qu'il ne veut plus jamais entendre parler de lui, ni même de lui. Aston ne peut que baisser la tête, et il est dévasté, car il se rend compte qu'il a mérité tout cela. Et après tout ce qui s'est passé, Xénos est si fatigué qu'il tient à peine debout. Tout le monde s'inquiète et propose de le porter, mais il refuse en disant qu'il sait que tout le monde est mort de fatigue. Les filles décident néanmoins de le porter. Après tout, il aide toujours tout le monde, il est donc normal qu'il reçoive un peu d'attention en retour.